Coucou tout le monde, donc c'est moi, je fais cette vidéo, je ne sais pas si elle sera longue ou courte, en tout cas je profite du mois d'avril qui est le mois de l'autisme pour parler un petit peu de mon fils. Pour ceux qui ne savent pas, je suis maman d'un petit garçon autiste. Je parle très peu de ma vie privée en général. Ceux qui me suivent depuis l'époque de Skyblog et de YouTube savent que je suis très discrète sur ma vie privée. Je crois que j'avais fait une vidéo juste pour annoncer que j'avais accouché parce que ça faisait un moment à l'époque que je ne faisais plus de vidéos parce que j'avais une grossesse assez difficile. Et en octobre 2016, je suis devenue maman d'un petit garçon et qui est autiste. Donc, je vais parler de lui, parler des signes qui étaient précurseurs ou qui étaient là, mais qu'à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc, mon fils a été diagnostiqué le 4 septembre 2018. C'est une date que je n'oublierai jamais. On a posé enfin un mot sur ce qui n'allait pas. Mais avant le diagnostic, il y avait des signes. Par exemple, quand il est, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines après sa naissance, mon fils avait perdu le réflexe. Je me rappelle pas du nom du réflexe. Quand vous prenez un nouveau-né ou un nouveau-né par les mains, il a normalement automatiquement le réflexe, quand ça était en arrière, de la mettre en avant. Mon fils avait perdu ce réflexe-là. Et à l'époque, on ne savait pas, c'était un signe d'autisme. Il y avait quoi d'autre à l'époque où il était bébé? Il avait des gros troubles de sommeil. J'étais vraiment très fatiguée pendant la période nourrisson. Euh, C'est-à-dire que normalement, un bébé dort beaucoup et tout et tout. Et mon fils dormait maximum 20 minutes. Et c'était pas normal. Normalement, ils font des bonnes siestes, ils font des bons sommeils. Les bébés, c'était pas le cas de mon fils. Et ça me rendait folle parce que pour celles qui savent, ou celles qui savent pas, celles ou ceux qui ne savent pas, c'est que la première année est folklorique au niveau du sommeil. Euh, donc, nous, on avait un fils qui dormait pas plus de 20 minutes la journée. Donc c'était très difficile pour moi en congé parental de récupérer. C'était un bébé aussi qui pleurait beaucoup. On pensait à l'époque que c'était les reflux, qu'il avait des coliques. Enfin, bref, on essaie de trouver les raisons, les causes et raisons des pleurs. Et mon fils pleurait énormément, ça me rendait dingue aussi. Plus la fatigue qui s'ajoutait. Donc, c'était aussi un signe d'autisme à l'époque, mais à l'époque, on ne savait pas. Et ensuite, j'ai dû reprendre le boulot et il a été gardé dans une garderie familiale. Et je voyais que son développement était très différent par rapport à un autre enfant qui avait 1 mois de différence de lui. Et c'était le jour et la nuit. Ça n'avait rien à voir au niveau de son développement. Mon fils, à 9 mois, ne savait pas s'asseoir. Oui, combiné de l'autisme, il y avait aussi du retard de développement. Il n'arrivait pas à s'asseoir. Il ne répondait pas à son prénom quand on l'appelait. Il avait une fixette sur les lumières et sur les miroirs. Il se balançait beaucoup sur sa chaise quand on devait lui donner à manger. Donc, c'était des petits signes qui nous disaient il se passe quelque chose. On en parlait à nos mamans et nos mamans, voilà, ma maman est africaine, la maman de mon conjoint est brésilienne. Donc, pour elle, c'était, ah, l'enfant se développe à son rythme, il faut pas s'inquiéter et tout. Mais nous, on le voyait tous les jours que, voilà, on dit toujours de ne pas comparer les enfants entre eux, mais quand on voit qu'il y a une trop grosse différence, il faut se poser les questions. Donc, on voyait que ça ne marchait pas au niveau de son développement, que c'était pas un développement dit normal. Et en plus de ça, ce qui nous a aussi mis la puce à l'oreille, c'est qu'à l'époque, mon fils était suivi en physiothérapie et en ergothérapie au Children, l'hôpital des enfants de Montréal. Et la physio et l'ergo, c'est surtout l'ergo qui avait, suite à une séance d'ergothérapie, vu que mon fils n'arrivait pas à empiler les cubes, et c'est quelque chose qui m'avait choquée parce que quand il était plus petit, il savait le faire.
plus jeune, plus petit, il savait monter les cubes un par un. Tandis que là, on lui donnait des consignes, mon fils ne comprenait pas. Et moi, ça m'avait choqué. Donc, l'ergothérapeute m'avait dit, parce que j'étais toute seule à ce rendez-vous, que je crois qu'il faudrait peut-être faire une évaluation pour l'autisme parce que votre fils, c'est une expression québécoise, a son propre agenda. En gros, il ne suit pas les directives, il fait ce qu'il veut. Donc, on a vu, grâce à ce rendez-vous, j'ai pu voir que voilà, il y avait une régression au niveau de son développement. Il babillait jusqu'à 8, 9 mois, 10 mois, et puis à un moment donné, mon fils ne le faisait plus. Ça aussi, c'était un signe d'autisme. Donc finalement, ce sont les professionnels du Children qu'on fait la demande pour que mon fils soit évalué, et il a été évalué pendant 1 mois dans la clinique. À la clinique, voyez les choses à ma façon, qui n'existe plus maintenant, ça s'appelle Fondation Myriam. Donc mon fils a été évalué là-bas. Il y a eu, je crois, 3 à 4 séances pour voir les signes d'autisme. Un autre signe d'autisme que mon fils faisait, c'est que quand il jouait à la voiture, à l'époque, il savait maintenant s'asseoir. Il ne s'assied pas pour jouer à la voiture. Il s'allongeait, mettait sa tête au sol, s'allongeait et faisait rouler les voitures de gauche à droite. En gros, de manière répétitive. Il n'y avait pas vraiment un jeu de faire un parcours, parce qu'on lui avait même acheté un tapis avec des fausses routes pour qu'il puisse jouer à la voiture sur le tapis, et il ne le faisait pas. En gros, tous les règles de jeu de base, mon fils, il ne le faisait pas. Il jouait à sa façon. Il était dans son propre monde, comme je dis toujours. Et c'était aussi un signe d'autisme. Et finalement, après 4 séances, on a eu le diagnostic qui s'est posé le 4 septembre 2018. Et en plus de son autisme, il y avait du retard de développement. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que tout simplement, notre prise en charge au Children s'est arrêtée. Dès qu'il y a un diagnostic d'autisme, les professionnels qui suivaient votre enfant s'arrêtent. Et normalement, tout dépend à l'âge aussi que le diagnostic a été fait. Mon fils allait aller sur ces 2 ans. Et à cette époque-là, mon fils ne savait pas encore marcher. Il a pratiquement marché presque à ses 2 ans. On a eu le diagnostic le 4 septembre 2018, et le 11 septembre 2018, mon fils pour la première fois marchait. Au moins, ça a mis un peu de bonheur dans ma vie quand mon fils a su marcher, parce que je ne savais vraiment pas à quel moment mon fils allait pouvoir marcher. Donc, c'était un peu la lumière dans l'obscurité. Et ensuite, une fois que vous avez un diagnostic, les professionnels font des démarches pour que vous soyez suivi au CRDI. C'est l'institut au Québec qui s'occupe des enfants autistes. Je ne me rappelle plus à quel moment on a réussi à avoir la prise en charge, mais il faut savoir que ça prend du temps. Et on a été suivi, je crois, de ces 2 ans jusqu'à cette année. Cette année, ça vient de finir, on vient de fermer son dossier au CRDI. Donc, il a pratiquement eu une prise en charge de 5 à 4 ans. Donc, quand le CRDI rentre dans le dossier de votre enfant, vous avez ce qu'on appelle une éducatrice pivot, c'est-à-dire qu'elle va suivre votre enfant pour ce qu'on appelle au Québec un bloc d'intervention, où chez vous, va prendre des informations de votre enfant, prendre des informations sur la famille, comment fonctionne la famille. Elle va aussi prendre des informations sur le déroulé de la grossesse. L'éducatrice pivot aussi se renseigne pour savoir comment s'est passée la grossesse, si l'enfant est né prématuré. Enfin bref, il y a vraiment toute une historique familiale elle va recueillir des données pour pouvoir un peu faire le profil de la famille. Donc la première année qu'on a travaillé, c'était avant le Covid, je crois. Oui, c'était avant le Covid, parce que quand il y a eu le Covid, la prise en charge s'est arrêtée. Les professionnels ne pouvaient plus aller dans les domiciles des gens, parce que les éducatrices du CRDI viennent chez vous, viennent voir comment est la maison aussi.
Et ensuite, vous exprimez quelque chose que vous voulez travailler par rapport à votre enfant. Alors, notre fils, une fois qu'on a enlevé le siège repas, les fameux sièges bébés, on avait une grosse difficulté à laisser on avait de la difficulté à ce que mon fils reste assis à table pour manger. Donc, il mangeait, mais il n'arrêtait pas de courir, et il restait pas sur place. Il fallait tout le temps qu'on le ramène à table pour qu'il puisse manger correctement, concrètement. Et ça a été très difficile, donc on a travaillé ça la première fois. Mon fils aussi, que j'ai pas dit, mon fils est autisme non verbal, donc il ne parle pas. Donc on a travaillé les moyens de communication, ce qui était très important parce que quand une personne autiste n'arrive pas à communiquer, il est frustré et ça les rend violents. Donc on a travaillé la communication, établir des règles pour qu'ils mangent à table. Et c'était les 2 premières choses qu'on a travaillées selon ce que je me rappelle. Et on a réussi à introduire les pictogrammes. Donc quand il avait des demandes, il nous remet les pictogrammes et on sait ce qu'il veut. Ensuite, il y a eu le Covid dont la prise en charge a été arrêtée. On n'a même pas fini notre blog en gros. L'éducatrice du CRDI vous propose un plan d'intervention. On va faire des exercices à la maison pour que l'enfant s'habitue à intégrer des comportements adéquats comme manger à table, communiquer, même s'il ne peut pas parler, communiquer de manière correcte. Voilà. Et on travaille ça pendant, je ne me rappelle plus très bien de semaines, je crois 3 mois. Je crois que c'est 3 mois d'exercice par semaine où l'éducatrice va venir. Ensuite, elle vous laisse pendant 3 mois. Et une fois qu'elle vous laisse pendant 3 mois, vous devez appliquer de manière indépendante les exercices que vous avez mis en place dans le plan d'intervention. Et une fois que les 3 mois sont finis, on est indépendant, elle revient, on fait le point, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si ça a marché, on ferme le chapitre de ce programme. Et si ça n'a pas marché, on essaie de voir comment on peut adapter le programme qui n'a pas marché pour que ça marche. Mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout la première fois parce que le Covid a frappé et la prise en charge a été arrêtée, interrompue temporairement. Ensuite, on a eu des problèmes de comportement avec mon fils. C'est que il faut savoir que mon fils aussi a beaucoup de rigidité. Bon là ça va mieux, mais à l'époque, mon fils, c'était impossible de lui faire marcher un trottoir. C'est-à-dire que fallait qu'on traverse le trottoir qui est en face de chez nous pour pouvoir marcher. Le trottoir de notre rue, c'était impossible de faire marcher notre fils sur ce trottoir. Ça provoquait des crises énormes, des crises de colère, des pleurs. C'était voilà. Et moi, pour ceux qui ne savent pas, l'hiver au Canada, à Montréal, des fois, vous vous trouvez dans des situations où vous n'avez pas le choix de choisir l'un ou l'autre trottoir parce qu'il peut avoir beaucoup de neige, parce qu'il peut avoir du verglas. Enfin, pour multiples raisons, on ne peut pas forcément aller de l'autre côté ou aller sur son trottoir. Mais le fait que mon fils ne voulait marcher que sur l'autre trottoir, c'était problématique. Donc, il fallait qu'on traverse tout un banc de neige pour pouvoir aller de l'autre côté. Et à l'époque, je n'avais pas mon permis. Donc, j'étais très dépendante des transports. Et là où j'habite, le bus qui amenait mon fils à sa garderie n'était pas très ponctuel. Et ce qui fait que, par exemple, dans cette situation d'hiver, fallait que je marche sur mon trottoir pour pouvoir aller jusqu'au bus. Mais comme mon fils avait cette rigidité de ne pas vouloir marcher sur le trottoir de notre rue, ça nous mettait en retard parce qu'il fallait que je traverse tout un banc de neige ou toute une flaque d'eau ou du verglas parce que il fallait que j'amène mon fils de l'autre côté. Enfin bref, c'était vraiment une situation très handicapante, très frustrante pour moi et mon conjoint. Et on devait travailler sur ça quand le CRDI est revenu sur le dossier pendant la période de Covid. Et on a eu une autre éducatrice qui est un amour, Claudia. Donc, elle a quitté, je crois, le CRDI, mais elle travaille encore avec les personnes autistes, les enfants personnes autistes. Si un jour elle tombe sur cette vidéo, je voudrais lui dire merci parce qu'elle a vraiment... on a travaillé 2 blocs d'intervention avec elle et elle a débloqué tellement de choses.
Elle a mis tellement de choses en place par rapport à mon fils et si il est ce qu'il est aujourd'hui, je vous dirais à 70%, c'est grâce à elle. Donc, elle s'appelle Claudia P. Et elle a mis en place, on a travaillé deux blocs d'intervention avec elle. Elle a travaillé la problématique de rigidité au niveau de la routine pour se promener. Ça n'a pas été facile, mais elle l'a fait. Elle a aidé pour la rigidité alimentaire. Mon fils avait des grosses rigidités alimentaires. Quand il était plus petit, on arrivait à lui donner à peu près tout. Les morceaux, l'introduction des morceaux a été très difficile. J'ai même pensé à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore le diagnostic d'autisme, s'il n'avait pas un trouble d'oralité. C'est quelque chose que j'avais vu sur l'émission Les Maternelles, que je regarde encore. Je vous suggère, quand vous êtes parent et que vous êtes au Québec, je ne sais pas s'il y a des émissions comme la Maison des Maternelles au Québec. Nous, on n'a pas la télé, donc on ne la regarde pas. Donc, je ne sais pas du tout quel type d'émission est mise en place au Québec pour la parentalité. Mais si vous êtes au Québec et que vous êtes parent, je vous suggère énormément la Maison des Maternelles. Si vous avez comment on appelle ça? Les trucs d'internet, VPN. Si vous avez un VPN, je vous suggère d'utiliser le VPN. Mais ils ont une chaîne YouTube où ils rediffusent l'émission du jour, l'émission de la semaine dernière. Enfin bref, je vous suggère la Maison des Maternelles. Donc j'ai entendu parler du trouble d'oralité à la Maison des Maternelles et je pensais que mon fils il en souffrait parce que dès qu'on voulait introduire les aliments avec les morceaux, mon fils faisait énormément de gags et il vomissait et il recrachait. Donc on a mis du temps à introduire les aliments solides parce que c'était très difficile de lui faire manger des aliments en morceaux. Quand ça s'est résorbé, mon fils a commencé, son champ alimentaire a commencé à diminuer et on n'a rien vu venir. Donc mon fils se retrouvait à manger des pâtes pendant très longtemps, que des pâtes à la sauce tomate. Et en plus, comme c'est un enfant autiste, c'est une marque spécifique de pâtes, c'est une sauce spécifique de pâtes. Si je prenais, mon fils pendant longtemps mangeait la sauce tomate de la marque Hunt. Si j'avais le malheur d'acheter une sauce tomate de Barilla, mon fils savait d'office que c'était pas la sauce tomate Hunt et il ne la mangeait pas. Pareil pour les pâtes. Si je prenais pas des spaghettis de la marque Barilla, mais que j'achetais des spaghettis de la marque Capelli, mon fils savait d'office que c'était pas Barilla et il ne mangeait pas. Donc ça a été très long de ouvrir le champ alimentaire de mon fils. C'est dernièrement, je crois l'année dernière, que mon fils a commencé à manger du poulet, à manger des frites, à manger du McDo. Oui, je sais que le McDo, c'est pas santé, mais nous, notre problématique avec notre fils, c'est de varier son champ alimentaire. Donc, Claudia nous a mis à rajouter à rajouter un programme qui était, comment s'appelait ce monsieur? De mettre en place un programme d'ergothérapie alimentaire dans lequel on va désensibiliser mon fils aux textures. Donc, il y avait la possibilité de toucher les aliments mouillés, les aliments secs, de les introduire dans la bouche, de les cracher, de boire autre chose que du jus, parce que pendant très longtemps, mon fils ne buvait que du jus. L'eau était très difficile à introduire, de lui permettre de boire de l'eau et moins de jus. Et ça a débloqué. On a réussi à avoir un fils qui s'est mis à manger du guacamole, qui a réussi à manger du pain, de la brioche, enfin bref. C'était vraiment un des plus gros, un des plus gros du deuxième bloc d'intervention qu'on a eu. On a aussi appris à mon fils à s'habiller, à se déshabiller et s'habiller. On a établi le programme des horaires. De mettre, parce qu'on avait aussi la difficulté avec notre fils, c'était quand on l'a amené au parc, d'arrêter l'activité. Quand on arrêtait une activité qu'il aimait, c'était la grosse crise. Donc, elle a introduit un système de timer à laquelle en gros, c'était une espèce de, moi j'appelais ça à l'époque camembert avec 4 morceaux. Et c'est vous, le parent, qui décidez chaque morceau
correspondait à un temps de minutes. Donc, on enlevait un morceau. Mon fils savait qu'il restait 3 morceaux, donc il avait encore 3 temps pour pouvoir jouer jusqu'au dernier morceau. Et une fois que le dernier morceau était enlevé, faudrait que je vous montre ça. C'est pour la prochaine vidéo. Et quand le temps de jeu était terminé, mon fils savait que le temps de jeu était terminé. On n'avait plus de crise. Il prenait notre main et on rentrait à la maison. Ça, si c'est quelque chose qu'elle a établi, c'est quelque chose qu'on a fait pendant très longtemps. Maintenant, on utilise nos téléphones portables avec une sonnerie et il sait que quand ça sonne, c'est fini. Donc, on utilisait ça pour les activités, on utilisait ce système de tarte pour la télévision, pour la tablette, pour le temps d'aller au lit. Et maintenant, on utilise un timer ou nos téléphones avec une sonnerie et il sait que l'activité est finie et il doit aller se coucher ou l'activité est finie, on doit passer à une autre activité. Donc, elle a mis en place un système d'horaire avec des pictogrammes pour que mon fils comprenne que là, ça sonne ou le camembert est fini, on passe à cette activité-là. Donc, elle a établi ça. Donc, ça permettait à mon fils d'être moins perturbé, moins en crise par rapport à la fin des activités ou comment la journée allait fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est loin, Claudia, ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle est partie et ensuite on a eu une autre éducatrice. C'était notre 4e bloc d'intervention où on a mis en place la propreté, qui a été le plus difficile. Ça a pris 1 an pour que mon fils soit propre la journée, parce qu'il n'est pas encore propre le soir. Ça peut arriver qu'il se réveille, qu'il fasse pipi. Mais il y a une autre problématique que je vais en parler après. On a mis en place la propreté. Donc, pour avoir la propreté, pour obtenir la propreté d'un enfant autiste, en tout cas du mien, il faut des précurseurs comme s'habiller et se déshabiller. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec Claudia, la précédente éducatrice. Ensuite, Catherine, qui est celle qui a fait le bloc de la propreté, on avait vraiment du mal à mettre mon fils aux toilettes parce qu'il avait peur, parce qu'il ne comprenait pas le but d'aller aux toilettes. Et ça a pris 1 an. On a même mis en place, Catherine avait même mis en place une éducatrice spécialisée dans la propreté. J'avais même acheté un livre pour nous aider à la propreté, mais les livres d'autisme, ça serait une autre vidéo, sont trop générales. C'est ce qu'on m'a expliqué. J'en ai acheté pas mal, que je vous ferai le point. Donc, ça a pris 1 an pour que mon fils soit propre et beaucoup d'échecs, beaucoup de pipi sur lui, beaucoup de pipi sur le tapis, beaucoup de crises par rapport au fait qu'il voulait ses couches. Donc, il fallait travailler ça et ça a été par étapes. Donc, je parlerai aussi de ça dans une autre vidéo. Et ensuite, on a eu une grosse problématique de comportement violent qui date de sa première année dans un camp de jour, qui s'est pas du tout bien passé. On a fait le lien, mon conjoint et moi, de ce qui s'est passé dans ce camp de jour avec les crises violentes que mon fils a eues. Donc pendant pratiquement 1 an, on galérait avec notre fils par rapport à des comportements qui sont dus à une mauvaise prise en charge dans un camp que je ne vais pas nommer parce que se peut que ça marche avec d'autres parents autistes, mais en tout cas pas avec nous. Il y a eu des gros problèmes de gestion, il y a eu des gros problèmes de sécurité. Je suis allée chercher mon fils un jour à ce camp en question et mon fils n'était pas dans la salle de là où on devait le chercher. Donc, la jeune éducatrice est partie le chercher. Et dans ma tête, j'ai commencé à me faire des films d'horreur que mon fils, il a dû sortir, que quelqu'un a pu le prendre et tout ça. Et mon fils, en vérité, était en train de s'amuser. À l'étage d'où il venait, il était en train de s'amuser avec les toilettes. Comme on introduisait ces histoires de propreté, mon fils jouait avec les chasses d'eau. Donc, l'éducatrice a trouvé mon fils... l'animatrice, pas l'éducatrice, l'animatrice avait trouvé mon fils en train de jouer aux toilettes. Et on a tapé un scandale, mon conjoint et moi, parce que mon fils, il est non-verbal, c'est-à-dire que s'il sortait du camp, c'était fini. Mon fils ne connaît pas son prénom, il ne sait pas dire son prénom, il ne connaît pas où il habite, il ne sait pas mon prénom, il ne sait pas le prénom de son père. Bref, ça s'est vraiment mal passé.
On soupçonne aussi de la maltraitance parce que mon fils a commencé à être violent envers nous. Il a commencé à être violent envers les autres enfants. Et on a dû travailler avec Catherine ses problèmes de comportement au point où en même temps mon fils arrêtait de dormir la nuit. Donc ça m'épuisait, ça épuisait mon conjoint, on était à bout par rapport à cette problématique de comportement. Finalement, on a eu une prise en charge, on s'est retrouvé dans une situation de crise, entre parenthèses, c'est comme ça qu'ils appellent, ou un bris de fonctionnement, plutôt c'est ça, c'est le mot correct. On s'est retrouvé dans un bris de fonctionnement par rapport à mon fils, du fait qu'il ne dormait pas, qu'il était violent, que ça ne se passait pas bien à l'école à cause de ces crises de comportement. Et moi, je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant plusieurs mois et mon fils a commencé à être médicamenté. Et dès qu'il a commencé à prendre des médicaments, son comportement s'est beaucoup amélioré. Donc, voilà. Donc, après ça, bah, on n'a plus... il est arrivé à ses 7 ans. La prise en charge avec le CRDI se fermait. On pouvait continuer à garder la prise en charge, mais il n'y avait plus trop de demandes de notre part. Donc voilà un peu la prise en charge de mon fils. Donc là, il n'y a plus de prise en charge. Si on se retrouve dans une situation de crise, c'est le CLLC qui va prendre en charge mon fils, ou sinon nous, aller dans le privé. Donc voici un petit peu mon monde de l'autisme. J'ai fait un grand résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il y a certaines choses que je vais parler plus tard par rapport à mon fils sur, par exemple, comment on a réussi à le rendre propre, les étapes de sa propreté, de l'acquisition de sa propreté. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses que je devais parler, peut-être aussi vous parler de comment communiquer avec lui. Il y a eu quelques petits changements, je dirais même des gros changements. Il fait beaucoup d'écolalie. Il demande de moins en moins son cahier de communication de pictogrammes. Je vous parlerai aussi de la gestion du temps par rapport à ses activités, comment on arrivait à arrêter une activité sans qu'il fasse des crises. De l'horaire, de ce qu'on a travaillé, comment établir un horaire avec un enfant, enfin avec mon fils. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Peut-être aussi vous parler de certains sites qu'on nous a suggérés pour les activités, pour les jeux, parce que c'est très difficile de jouer avec mon fils. Il n'a pas voilà, les jeux fonctionnels, il n'a pas un jeu fonctionnel jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 7 ans. C'est très difficile de jouer avec lui. Il est très porté sur les électroniques. Et d'ailleurs, la première éducatrice qu'on a eue nous avait suggéré d'arrêter les jeux électroniques parce qu'en gros, il était plus intéressé à appuyer sur les boutons pour avoir une réaction que d'interagir. L'interaction aussi, peut-être en parler avec vous, qui est très difficile encore, même s'il y a eu des gros changements au niveau de son comportement. Mais l'interaction aussi est très difficile avec mon fils. Donc, ce serait des prochaines vidéos que je pourrais parler. Et je pense que c'est tout pour ma première vidéo de mon monde de l'autisme. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ça ne sera pas des choses qui seront établies, ça sera des choses comme là où je suis en train de rentrer à la maison et je me suis dit, avant que le mois de l'autisme se termine, pourquoi pas en parler. Je ne sais pas si les 30 minutes vont rentrer sur Instagram, mais en tout cas, on va essayer. Voilà, sur ces petits mots, à bientôt.